Je suis comme saint Thomas et je ne vois que ce que je vois. Alors voici un petit peu la pensée dominante de notre monde actuel. Et personnellement, j'aime dire que tous les phénomènes du monde apparaissent à notre esprit quand on y porte attention. Mais ça ne veut pas dire que ce qu'on ne voit pas n'existe pas. Et c'est ce que l'on va parler aujourd'hui avec Marion Le Troquer, qui est écrivain, qui a écrit 2 livres. Le premier, c'est Notre réalité, une illusion. Et le second, celui que j'ai ici, s'appelle L'insoupçonnable réalité. Et si notre monde était tout autre, que je suis en train de lire, et c'est absolument merveilleux. Je vous invite fortement à le découvrir. Et avant de vous présenter Marion, quand même, je garde le suspense. Je vais vous lire un passage qui m'a vraiment marqué et qui est en rapport avec ce que l'on va voir aujourd'hui. Il y a en principe 2 possibilités de réaction face à un phénomène qui nous échappe. La première est de se laisser éblouir par le rêve et d'accepter d'être bercé par la magie du trucage. La deuxième est la tentation de découvrir ce que nos yeux refusent de voir. Dans ce second cas, il faut bien admettre que plus nous chercherons à comprendre, plus nous perdrons la notion de légèreté et d'amusement. Alors nous préférons bien souvent nous résigner sans chercher à contrôler. Plus c'est gros, plus ça passe. Et nous devons, comme des enfants, devant ces magiciens de l'impossible, et nous devenons comme des enfants devant ces magiciens de l'impossible. Ils nous démontrent clairement que nous voyons uniquement ce qu'ils décident que nous regardions. Voilà, donc je vous invite à le découvrir, l'insoupçonnable réalité. Alors, Marion Le Troquer, écrivain, elle est aussi clairaudiente, kinésiologue, naturopathe et coach de guérison. Elle habite en Guadeloupe et elle est avec nous. Donc, c'est Bali, ici, et puis c'est à l'opposé, avec 12 heures de décalage horaire, la Guadeloupe avec Marion Le Troquer. Mais je vais laisser Marion se présenter elle-même pour nous dire qu'est-ce qu'une kinésiologue, qu'est-ce qu'une clairaudiente, qu'est-ce qu'une naturopathe pour ceux qui ne connaissent pas, et qu'est-ce que tu fais en Guadeloupe exactement, Marion? Bonjour. Bonjour à tous. Alors, en fait, vaste question. Alors, tout d'abord, la kinésiologie est une technique qui a à peu près une 60aine d'années et qui a pour but tout simplement d'aller déprogrammer toutes nos mémoires vécues, parce que finalement, on se rend compte que on vit plein de choses tous les jours et que finalement, ces choses restent bloquées au niveau de notre cerveau limbique et que au niveau du cerveau limbique, il n'y a pas de temps et que peut-être 40 ou 50 ans après une expérience qui a marqué notre cerveau, ça peut ressortir sous différentes formes. Et cette technique de kinésiologie est magnifique parce que ça permet de vraiment vérifier avec un test musculaire pour pouvoir enregistrer, pour pouvoir voir ce qui est enregistré au niveau du corps, tout simplement. Et ce test est vraiment incroyable parce que je crois que, à ma connaissance en tout cas, c'est la seule technique qui permettent vraiment de pouvoir vérifier ce qui est à l'intérieur du corps. D'accord. Voilà, tu m'as demandé. Et clairaudiente, alors qu'est-ce que c'est clairaudiente? Parce que beaucoup vont me poser la question et moi, il faut que je puisse trouver les bonnes réponses. Alors, juste avant, je voudrais vous dire, vous entendez, on a la chance que Marion est en Guadeloupe, donc il est de bonne heure, il est 7 heures du matin ou 7h30. Chez moi, à Bali, il est 8 heures du soir. Alors, vous aurez sûrement les oiseaux d'un côté, là-bas, et puis ici, vous aurez peut-être les geckos de temps en temps à Bali. C'est ça, nous, on vit avec les animaux, avec la nature. Donc, Mario, clairaudiente, qu'est-ce que c'est? Alors, clairaudiente, en fait, j'ai trouvé ce mot, sincèrement, parce que ça me paraissait le plus juste par rapport à moi. Ce qui se passe, c'est que j'ai vécu ce qu'on appelle un walking. Donc, on va, sans rentrer dans les détails, on va dire que c'est quelque chose d'assez exceptionnel qui m'est arrivé. On ne trouvera pas d'explication réelle sur Internet, malheureusement, parce que il y a très peu de walking dans le monde. Et que donc il se dit des choses qui sont pas tout à fait justes, on va dire. En fait, c'est vraiment une énergie qui a pris place en moi, on va dire, et qui fait que elle vit à travers moi. C'est pas une canalisation, donc tu sais, il y a souvent des gens qui vont communiquer avec Dieu, avec des anges, avec des archanges, etc. à l'extérieur d'eux, comme des communications. Peut-être certains entendent des choses. Eh bien moi, ça me parle de l'intérieur, au niveau vraiment de mes propres cellules. Donc j'aime bien effectivement vérifier tout. Alors en plus, je vérifie sur mon corps, parce que finalement le corps est au courant de tout, comme je disais tout à l'heure, par rapport à la kinésiologie. Le corps sait, donc je l'interroge aussi par rapport à ce que j'entends, pour savoir si tout est vrai. Et je n'ai de cesse que de vérifier toujours tout pour être dans le juste, en fait. Donc tout ce que je dis ne vient pas de moi,
mais bien, bon, certes des recherches, parce que ça fait quand même 30 ans que je fais des recherches dans le domaine quantique, médical, etc. Mais aujourd'hui, je me rends compte, et d'ailleurs c'est l'objet de ce deuxième livre là dont tu citais un paragraphe tout à l'heure, c'est vraiment quelque chose qui vient d'ailleurs et qui fait que c'est pas des choses connues forcément. Hein, donc dans ce livre, c'est vraiment des révélations, on va dire. En fait, tu te sens, quand tu dis que c'est pas toi vraiment qui parle, c'est-à-dire que tu te sens imprégné, tu te sens connecté, et puis qu'à un moment donné, où c'est une force intuitive qui s'exprime à travers toi? Oui, alors c'est quelque chose qui s'impose à moi, Okay. tout comme tout ce que je dois faire. Alors c'est vraiment un walk-in, c'est pas du tout quelque chose de sympathique à vivre. C'est quelque chose qui finalement, enfin pas sympathique, je vais dire c'est quand même la plus belle chose du monde qui me soit arrivée, mais malgré tout, c'est pas forcément facile, j'allais dire, parce que effectivement il y a des choses que je peux pas faire, des choses que je peux faire, c'est vraiment imposé, parce que cette énergie qui a pris place en moi, elle est tout à fait positive, hein, je vous rassure, mais disons qu'elle sait ce qui est juste et nous on le sait pas en fait, notre mental il sait rien. Alors, on a beau essayer de comprendre, etc., mais au final, ces énergies-là savent beaucoup plus que nous. Donc, c'est magnifique en même temps. Bien, alors je ne sais pas à qui je m'adresse du coup. Est-ce que c'est l'énergie qui est en toi ou est-ce que c'est Marion? En tout cas, tu es rayonnante. Voilà, je voulais juste dire ça, tu es rayonnante. Hein. Donc, alors, ce soir pour moi et ce matin pour toi, on va parler du monde invisible qui dirige le monde visible. Alors, je voudrais te poser d'abord une première question, c'est pour poser les définitions, parce que c'est important de savoir de quoi on parle hein, quand même. Qu'entend-on par le monde invisible? Si tu pouvais nous donner ta définition. C'est vrai qu'il est large, hein, le monde invisible. Hein. Ah oui. Il y a, ne serait-ce que nos pensées sont invisibles. Et c'est vrai que quelquefois, certaines personnes pourraient dire, mais je ne crois qu'à ce que je vois, mais nos pensées, nos émotions, nos sentiments, toute notre psyché humaine, elle est bien invisible. Notre corps, lui, il est visible, mais il y a tout un monde autour. Il y a les corps subtils. Pour certains, c'est bien quelque chose de bien connu. Ça fait plusieurs milliers d'années qu'on connaît les chakras, le corps énergétique, etc. Enfin, tout ça, c'est bien invisible. Après, il va y avoir d'autres choses qui vont se trouver effectivement invisibles. Notre énergie vitale, notre champ vital, notre fréquence vibratoire. Bien évidemment, les ondes. Quand on utilise le Wi-Fi, on les voit pas, les ondes, et pourtant elles sont bien là. Alors, on peut mesurer certaines, hein, comme par exemple, justement, en géobiologie, les réseaux telluriques, tout ça, on peut mesurer certaines ondes, mais jamais de manière scientifique, en réalité. Ça va être des notions qui vont pas plaire aux scientifiques qui aiment bien voir les choses, qui se vérifient par la vue. Hein. Donc, voilà. Après, il y a tout un monde qui est de ce que j'appelle de la lumière inversée, c'est-à-dire, si tu veux, tout ce qui est miasme, tout ce qui est entité, tout ce qui est parasite de l'astral, enfin, il y a beaucoup, beaucoup de choses. Les forces notamment de la mort, des implants, etc. Bon, là, c'est un petit peu glauque, hein, ce que je te raconte. Et puis, tout ce qui est considéré aussi comme positif, hein, beaucoup de gens prient des divinités, des anges, des archanges, des maîtres ascensionnés et tous les saints, les flammes, la flamme violette, les rayons, enfin voilà, tout le monde qui est un petit peu dans ce monde-là connaît à peu près ça. C'est vrai ce que tu dis, parce qu'on ne s'en rend même pas compte, mais on vit avec le monde invisible, ne serait-ce que, tu parlais tout à l'heure de Wi-Fi, hein, ce sont des ondes et ça nous permet de nous parler, là, par exemple, le transfert de l'information, ça nous permet de nous connecter. Et c'est vrai qu'on n'y pense pas. On pense pas que le monde invisible existe et nous permet aussi d'exister, de coexister. On peut ressentir des fois, moi ça m'arrive, alors je sais pas ce que c'est, mais des fois j'ai l'impression d'être envahi, il y a quelque chose qui passe en moi, des frissons qui passent comme ça, ou la sensation aussi des fois de se sentir élevé de l'intérieur. Il y a quelque chose de magique qui vient. Et des fois, je me pose toujours la question, mais est-ce que ça vient de mon imagination? Est-ce que je suis vraiment connecté à un moment donné peut-être avec des anges, avec la force divine qui est autour de moi, etc. Bien que parfois, le gecko, il arrive. Vous l'entendez? Voilà, il est là. Il nous dit bonjour, hein, à chaque fois qu'on est en direct, ils nous disent bonjour, voilà, un petit gecko. Ah, les petits oiseaux, bon. Ah ben, il est gros comme ça. On dit en règle générale qu'un gecko, quand il fait gecko 9 fois, il faut faire un vœu. Donc, j'ai pas eu le temps de le compter. D'accord. Okay. Donc oui, voilà, ce que je voulais dire,
c'est que le monde invisible, il est de plus en plus visible en fait. Il vit autour de nous aujourd'hui, mais on le voit pas. On n'en prend pas conscience plutôt. On n'en prend pas conscience et pourtant, il est beaucoup, mais beaucoup, beaucoup plus grand que finalement ce monde visible. Nous, on s'est arrêté à ce que nos yeux nous limitent à voir en fait. Et alors qu'en réalité, il faudrait vraiment voir tout l'aspect derrière qui est beaucoup plus important. Donc, alors, j'ai juste une question, Marion, si tu veux bien. Comment est-ce que, par exemple, toi, tu peux voir le monde invisible? Est-ce que ça t'est venu comme ça d'un coup? Est-ce que ça a été progressif? Comment est-ce que tu le vois ou est-ce que tu le perçois? Est-ce que tu le ressens? Ça serait vraiment intéressant si tu pouvais nous expliquer un petit peu comment tu vis avec. Alors en fait, c'est pour ça que j'ai pas marqué clairvoyante parce que je ne vois pas. Par contre, j'entends, je ressens. Voilà, c'est plutôt ça. Donc c'est des choses vraiment qui s'imposent à moi, mais pas par les yeux. Ok, donc c'est vraiment du ressenti et puis c'est plus dans une forme d'intuition, quoi. Alors, il y a une différence en fait entre justement ce que notre mental nous raconte, avec des pensées qui sont quand même structurées, etc., qui arrivent avec j'allais dire, il y a une logique. C'est les pensées, on a l'habitude de les gérer. En revanche, quand c'est quelque chose qui arrive donc comme pour s'imposer, là, c'est comme une idée, ça arrive comme ça. Et c'est indéfinissable en fait, c'est difficile de décrire ça. Mais par contre, je te dis, moi, mon but, c'est toujours de vérifier parce que même ça, tu vois, je me permets de douter parce que je veux surtout pas être dans le faux. Donc, c'est la raison pour laquelle je vérifie toujours sur moi pour voir si ce que j'entends est vrai. Ouais, j'ai bien vu ça d'ailleurs, j'ai vu ça dans le livre. À chaque fois, il y a des questions que tu poses qui nous permettent de nous remettre en question nous-mêmes aussi. Oui. Et c'est ce qui fait vraiment, c'est ce que j'apprécie en tout cas dans ton écriture. C'est vraiment ce que j'apprécie. Et je suis un petit peu comme toi parce que moi, j'enseigne toujours que de ne pas croire in the mind, de tout ce qui vient de là-dedans, de ne pas s'y accrocher, de ne pas y croire. Et puis, j'aime bien répéter une phrase de Tony Robbins qui dit en anglais, if you stay in your head, you are dead. Ça veut dire que si tu restes dans ta tête, tu es mort, en fait. Et d'arriver à sortir à un moment donné du mental qui peut avoir tendance à nous emprisonner. Et on le voit bien aujourd'hui, je vais faire une petite parenthèse avec ce que l'on vit aujourd'hui, c'est que plus on a cette oppression mentale, on va se créer des idées, des histoires, plus on reste emprisonné dedans, plus on a peur, on a la crainte, le stress, le doute, etc., qui grandit en nous, quoi. Mais le mental, par définition, il y a de fortes chances qu'il soit dans le faux de toute façon, puisqu'il est basé sur des choses du passé. Donc, on s'identifie à notre passé et donc forcément, c'est quelque chose qui est faux par définition, puisque parmi les choses que j'ai pu apprendre et que je décris dans ce deuxième livre, c'est que il n'y a que le présent. Il n'y a pas d'autre temps du tout. Oui, c'est donc, ça. Du coup, ça paraît fou comme ça, parce que nous, on croit vraiment qu'il y a un temps linéaire, etc. Mais en fait, le temps, en fait, il est faussé par notre vision des choses. Donc, c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, toujours avec cette énergie qui me parle, j'ai du mal quelquefois à comprendre, parce que cette énergie, elle n'est pas dans le passé, présent, futur. Et quand elle me dit des choses et que je les vois pas, je me dis bon, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Et en fait, je les vois très peu de temps après, en principe, parce que, effectivement, il faut que ça se manifeste à mes yeux. Ouais, je comprends. Alors, aujourd'hui, tu es d'accord qu'on vit un sacré combat entre, on va dire si on reprend le film Star Wars, les Jedi et puis Dark Vador, Et comment faire du coup les choses, plutôt la part des choses entre l'ombre d'un côté et la lumière, parce que je pense qu'aussi dans ce que l'on vit nous sur le monde extérieur, ça doit être un petit peu la même chose dans le monde invisible. C'est-à-dire que est-ce qu'il y a un miroir de ce que l'on vit? Est-ce que ce miroir se reflète aussi dans le monde invisible, ou est-ce que c'est l'inverse, parce que j'en sais rien, ça se trouve que c'est le monde invisible qui se reflète à l'extérieur. Et comment faire la part des choses entre l'ombre, puisque l'ombre existe, puisqu'on le vit au quotidien, tout le monde le vit à un moment donné, et la lumière. Comment est-ce qu'on peut faire la part des choses? Comment justement ne pas se faire piéger? Alors, on est forcément piégé parce que ils sont indissociables. Alors là, je ne vais pas me faire que des amis.
Mais ce sont des forces et malheureusement, l'une ne va pas sans l'autre. Et malheureusement aussi, parce que c'est vrai que moi je suis plutôt positive, hein, tu l'as remarqué, il y a une grande prépondérance de l'ombre et la lumière n'est là que là pour canaliser l'ombre. Et souvent on se croit dans la lumière quand on appelle la lumière, mais on appelle en fait l'ombre. Quand tu veux dire que, excuse-moi de te couper, tu veux dire que si je prie, par exemple, ou si je médite, et que j'appelle la lumière, la beauté, l'énergie divine, l'énergie lumineuse, en fait, je n'appelle pas l'énergie lumineuse, parce que, attends, je le fais tous les matins depuis plus de 30 ans, là, tu es en train de me dire quelque chose, là, ça fait plus de 30 ans que je me nourris de lumière cosmique tous les matins, et tu es en train de me dire que là… Hein, ça te va bien. Mais en fait, je suis désolée parce que je ne peux pas dire autre chose, Mika. J'aimerais tellement pouvoir dire que tu as raison. Mais c'est pas du tout ce qu'il m'est dit et c'est vrai que dans ce monde qu'on ne voit pas, il y a beaucoup d'ombre, hein, et que la lumière donc ne peut pas arriver toute seule, comme je te disais tout à l'heure, sont des forces qui sont indissociables puisqu'on est dans un monde de dualité. Peut-être dans un autre monde, effectivement, il n'y aurait que la lumière ou que l'ombre, mais par contre, là, ils sont indissociables. Donc, c'est la raison pour laquelle moi, j'ai tendance à dire, hein, tu m'excuses, et puis j'espère que les auditeurs ne m'en voudront pas, mais je dis toujours, faut pas appeler quoi que ce soit parce que, en fait, tout est en nous. Et que donc, cette force, elle est là, elle est vraiment au niveau de notre être. Et que notre être, lui, il n'a pas besoin forcément d'aide. Tu vois, c'est ça le problème. C'est oui, quand je dis que je me nourris de lumière cosmique, je n'appelle pas la lumière cosmique, mais je me nourris de cette lumière intérieurement. Donc, c'est vrai que je la visualise, par exemple, je la conscientise dans chacune de mes cellules, dans chacun de mes organes. Voilà, c'est comme ça que je vis. Mais par contre, c'est vrai que ça m'arrive aussi d'invoquer, parce que je suis très proche de Bouddha, de Siddhartha Gautama, en fait, on va dire, du Bouddha historique, mais aussi de Avalokiteshvara. Et donc, de temps en temps, je les invoque. Enfin, quand je les invoque, je les appelle pour parler avec eux. Tu vois, j'ai aussi, comment elle s'appelle, Shri Devi Saraswati, la déesse de l'art et de la culture. Voilà, ça, ce sont mes amis de méditation avec qui j'aime bien papoter de temps en temps, comme j'aime bien parler avec toi. Et donc là, tu es en train de me dire que ce que je suis en train de faire, d'abord, est-ce que c'est dangereux? Parce que ça fait plus de 30 ans que je le fais. Ça se trouve, je suis en train de m'enterrer vivant. Ça a pas l'air de, ça m'inquiète pas plus que ça. Mais en tout cas, si je pouvais me permettre de te donner un petit conseil, essaye de te connecter plutôt à toi. Bon, je sais que tu fais ça aussi, certainement. Mais de ne pas rester sur quelque chose d'extérieur, parce que c'est un petit peu l'information que j'ai de cette énergie qui a pris place en moi. Me dit, le monde n'a pas compris, l'être humain n'a pas compris qu'il avait tout en lui. Et que du coup, il va chercher des choses à l'extérieur de lui, comme étant des aides ou des soutiens. Et comme si on était encore des pauvres pécheurs, comme la religion catholique peut le dire. Et bien non, on n'est pas des pauvres pécheurs et c'est important de reprendre son propre pouvoir. C'est vraiment toujours au cœur de mes conversations. Reprenez votre pouvoir personnel. C'est important. Là, je suis vraiment d'accord avec toi, Mario, parce que c'est aussi mon enseignement, comme quoi on a tout en nous, hein, je dis aussi. Mais par contre, c'est vrai que j'aime bien communiquer avec des êtres sages, juste pour le plaisir. En fait, c'est pas pour aller chercher de l'aide, mais c'est tu vois, comment je pourrais te dire ça? C'est parce que tu vois, quand mes méditations, c'est vraiment, je suis vraiment en moi, je suis vraiment dans mon corps, dans mes cellules, et puis je vais rechercher mes propres ressources, quoi. Pour moi, alors je vais le dire comme ça, hein, on le prend comme on le prend. Hein, après, je sais pas, je suis pas au courant de tout, mais pour moi, on est Dieu incarné, tu vois, et chacun on est une parcelle de Dieu. Après, chacun le prend comme il veut, hein, bien sûr. Hein, voilà. Mais c'est comme ça que je le vis intérieurement. Et donc, mais je me dis que quand même, il y a, par exemple, Avalokiteshvara, il doit traîner dans le coin, et puis je me dis, pourquoi pas parler avec lui? Pourquoi pas parler avec lui comme je parlerais à un pote, quoi, tu vois? Ouais. Bon, apparemment, ça me fait pas défaut, hein, pour l'instant. Je serais tentée de te dire, fais l'expérience vraiment extraordinaire de te trouver seul avec toi.
d'imaginer que toutes ces énergies-là sont pas là pour toi. Et j'ai fait ça aussi, hein, lorsque j'ai fait mon premier walking. À un moment donné, j'ai douté, j'ai dit non, mais c'est quoi ces choses, et du jour au lendemain, je me suis retrouvée seule avec moi. Et c'est c'est un chemin initiatique très intéressant. Ça, je le sais bien. Je pars en retraite, je fais mes retraites de 22 jours, où là, je me coupe du monde, en fait. Hein, je me coupe de même ma femme, mes enfants, je ne leur parle plus, je ne leur téléphone plus, enfin, je reste vraiment seul. Et il se passe quelque chose d'étrange, c'est que au bout de 2-3 jours, donc je suis en méditation constante, en fait, hein, du matin jusqu'au soir, je fais que ça, je ne fais rien d'autre. Et il se passe quelque chose au bout de 2-3 jours où j'ai toujours l'impression de perdre pied. Tu vois, à un moment donné, il y a quelque chose qui est en train de se produire. Et je dis toujours que là, la spiritualité, c'est borderline avec la folie, quoi. Il y a quelque chose qui est très proche. Hein. On est sur le fil du rasoir. Je suis prêt de passer d'un côté ou de l'autre. Hein. Je me suis vu d'ailleurs des fois me parler seul devant le miroir, à papoter tout avec moi-même. Hein. Devoir répondre pour te dire que ça va assez loin, quoi. Mais et à un moment donné, c'est vrai que je me sens empli d'une énergie. Dès que j'arrive à passer ce cap, hein, il y a une période noire, hein, un peu douloureuse même, 3-4 jours, c'est très douloureux. Et à un moment donné, je passe ce cap, et là, je suis rempli d'énergie divine. Et donc, je suis avec moi-même. C'est vraiment un moment où je suis avec moi-même. Par contre, il arrive toujours un moment donné où j'ai ce besoin de communiquer avec, tu vois, avec Bouddha, Avalokiteshvara, avec Shri Deri Saraswati. C'est un besoin, mais quand je dis communiquer, des fois, ça m'arrive, je prends mon hang drum, je tape sur le hang drum, et puis je parle, je parle à voix haute. Alors, ça se trouve, je me parle à moi-même, hein, j'en sais rien. Hein. Je te dis, pour moi, l'initiation, à un moment donné, c'est proche de la folie. Alors, pour l'instant, ça va, j'ai encore la tête sur les épaules, parfois. Mais voilà, donc, mais bien ce que tu me dis, ça me perturbe un petit peu, quoi, du coup, tu comprends. Et ça peut en perturber plus d'un, quoi. Donc, si tu peux juste… Je comprends. J'espère juste ne plus perturber dans le reste de mes sujets, parce que je savais que là, ça démarrait fort. Ah non, mais t'as raison, au contraire, vas-y. Quand tu peux, perturbe, hein, on est là pour ça aussi, hein, pour réveiller un petit peu les consciences, c'est pour ça qu'on se rencontre, hein, et moi c'est pour ça que j'aime communiquer avec toi, c'est parce que justement, en tout cas moi, tu me permets à un moment donné aussi de reposer un petit peu ma philosophie sur la table, et puis de me reposer des bonnes questions, voilà. Hein, ça c'est oui, parce qu'on fonctionne avec un système, et puis on est bien dans notre système, c'est confortable, et nos croyances sont toujours confortables, sinon on les changerait. Donc, enfin, nos croyances à ce sujet, par exemple. Mais justement, je trouve que c'est pas mal aussi, comme tu dis, de se poser cette vraie question. C'est vraiment une question importante dans le sens où tout le monde a plus ou moins donné son pouvoir à l'extérieur. Donc là, tu me disais, toi, tu donnais pas ton pouvoir, j'ai bien compris. Mais voilà, c'est malheureusement le cas de beaucoup de gens. C'est ici, en Guadeloupe, on dit si Dieu le veut. Quand on dit à demain, c'est si Dieu le veut. Ma grand-mère, elle me disait ça au dit, si Dieu le veut, mon fils. Ah bah, voilà. Alors bon, on comprend le principe de se dire on est toujours gouverné, on a toujours besoin d'un papa, on a toujours besoin de quelqu'un qui va être au-dessus de nous pour nous donner des ordres ou des directives. Et c'est un peu dommage parce que on se donne pas à nous nos propres, je dirais, directives personnelles. On n'est pas à notre écoute, on vit sur un monde d'illusions et je crois qu'il y a beaucoup de choses à changer effectivement. Ouais, c'est pour ça, tu sais, quand tu dis qu'on aime bien notre système, moi personnellement pas trop. Et je pense que ça dépend de quel système. Ouais, voilà. Ceux qui nous écoutent aussi, non, elle parle pas de ce même système. On n'est pas trop, voilà. Mais en même temps, je rebondis parce que c'est parce que justement, on a appris de manière peut-être inconsciente ou qu'on a été conditionné pour ça à donner notre pouvoir à l'extérieur que des systèmes dans lesquels on vit existent. Parce que justement. Complètement. Là, on a donné notre pouvoir. On va rentrer dans le vif du sujet, si tu veux. Mais on a donné notre pouvoir à ce qu'on nous raconte, c'est-à-dire à une croyance, juste une croyance. Ah oui, c'est ça. C'est de la folie. On y reviendra, mais sur cette histoire de virus, là, c'est vraiment du grand n'importe quoi. Mais ça va venir. On y arrive petit à petit. Donc, je voudrais. Tu sais, on parle beaucoup de transfert d'informations. Là, tu nous parles aussi que
hein, entre le monde invisible et le monde visible. Donc, il y a les connexions qui sont là. Donc, automatiquement, l'ombre et la lumière, on peut à un moment donné toucher l'ombre, on peut toucher la lumière, on peut communiquer, enfin, puisque toi, tu le fais régulièrement, moi non, mais apparemment, on peut communiquer. Comment expliquer alors, du coup, le monde de l'information? Et comment ça se traduit aussi dans notre quotidien, quoi? Bah, c'est vrai que l'information, c'est pas l'information auditive, hein, on parle de l'information non palpable, hein, bien sûr. Bah, c'est tout ce qui nous entoure, hein. Tout est de l'information. Notre monde est complètement de l'information et de l'énergie, tout, y compris ce qu'on croit être solide, puisque il m'est donné l'information que 2% seulement de matière existe. 98% est de l'énergie. Tu te rends compte, le monde est conçu comme ça. Donc, ça veut dire que nous aussi, quoi. Nous aussi, exactement. C'est pour ça que souvent, mon énergie me parle comme si je n'avais plus de corps, parce que pour elle, je n'ai pas de corps physique. Donc ça paraît fou. Alors on va peut-être penser que j'ai j'ai pris une substance, mais non. Non, mais en fait, si vous voulez, Marion habite la Guadeloupe, hein, pour ceux qui ont raté le début. Et là-bas, ils boivent beaucoup de petits punch le matin. Ils appellent ça d'ailleurs un décollage. Vous savez, le décollage du matin en Guadeloupe. Elle en prend beaucoup, Marion. Non, bien sûr. Oui, non, mais ça c'était quand je suis arrivée il y a 6 ans ou 8, je sais plus, il y a 11 ans que je suis là, je sais plus combien d'années. Non, on boit plus de petits punch maintenant. On laisse ça aux gens qui. Non, mais ce que tu dis, c'est une parenthèse, hein, je rigole bien sûr, hein, mais je sais pas. Ce que tu dis maintenant, on le sait puisque les recherches nous l'ont dit, que tout était qu'information, que la lumière était qu'information, que nos pensées étaient qu'information. Donc tu vois, ça rejoint ce que tu dis en fait. Ouais. Et d'ailleurs, effectivement, le monde n'est tangible que par rapport à notre regard. J'ai toujours été stupéfaite d'entendre cette information devenant du monde quantique. Sans observateur, il n'y a absolument rien à observer. Tu peux répéter là, s'il te plaît? Oui, parce que je crois que si on avait tous compris ça, on changerait complètement. Sans observateur, il n'y a rien à observer. C'est-à-dire que, le monde n'est tangible que par rapport à notre regard sur les choses. Donc, on ne peut rien observer d'objectif. C'est de la folie. C'est la phrase que je disais tout à l'heure, parce que la phrase que je disais tout à l'heure c'est un enseignement de Bouddha qui dit que tout phénomène du monde apparaît à notre esprit uniquement quand on y porte attention. Ça veut dire que si on ne porte pas attention à quelque chose, il n'y a rien. Mm-hmm. Mais ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. C'est ça, c'est un monde de champ de potentiel, c'est-à-dire que tout est là. Et j'aime bien demander aux gens, mais alors si il n'y a personne pour entendre un arbre qui tombe dans la forêt, est-ce qu'il fait du bruit? Bon, ça vient pas de moi, hein, c'est une question que j'avais entendue. J'ai trouvé ça magique. Alors, qu'est-ce que tu pourrais dire, Mika? Est-ce que tu as une idée? Vas-y, répète la question. Si il n'y a personne pour être dans la forêt, quand un arbre tombe, est-ce qu'il fait du bruit? Je dirais que oui, il ferait du bruit, mais que je n'entendrais pas. D'accord, mais il faut aller plus loin en se disant, est-ce qu'il y a un arbre? Puisque tu n'es pas là pour l'observer. Bonne question. Ouais. Voilà, bon, c'est vraiment, moi je trouve ça génial parce qu'en même temps, on peut pas du tout le comprendre avec notre cerveau humain, il n'est pas du tout conçu pour ça. Si, on peut se poser et puis avoir une discussion philosophique dessus, on peut se poser et puis l'imaginer déjà, parce que c'est ça qui est intéressant, c'est dans le sens où tant que je ne vois pas ce qui est derrière moi n'a pas d'existence en fait. C'est ça. C'est ça, c'est ce que tu es en train de dire. Mm-hmm. Oui, mais absolument. Enfin, il a une existence parmi tant d'autres choses. C'est-à-dire que c'est un champ de potentiel. Il n'a pas d'existence pour moi, en fait. Il n'a pas d'existence pour toi. C'est-à-dire que tu ne peux pas l'observer. Donc, voilà. Dès l'instant où, par contre, tu l'observes, il a une existence pour toi, il prend forme. Alors, c'est vrai que ça fait des nœuds dans la tête, quand même. Je comprends complètement parce que, encore une fois, c'est incompréhensible, cette histoire. Mais il faut comprendre que ce monde de l'information, là, on reçoit, il est dit, encore une fois, par les physiciens quantiques, 4 milliards d'informations par seconde. Notre perception et croyance nous laisse 2000 de ces informations par seconde, donc c'est très peu. Donc, ça fait 0, il y a 7 zéros derrière et 5%.
Donc, t'imagines, on ne voit rien. Et en plus, notre conscient, lui, il traite que 4 à 5 informations par seconde. Donc, on est complètement aveugle à la réalité. On est dans un monde où, effectivement, tant qu'on donne, encore une fois, on donne notre pouvoir à une réalité qui n'est créée que par nous-mêmes, en fait. Donc, on rejoint très fortement moi, ça me passionne parce qu'on rejoint la pensée hindoue, hein, des anciens, qui disait que le monde est irréel, le monde de la Maya, le monde de l'illusion. Et c'est vrai que ça a mal été compris en Occident en disant oui, mais non, ils font n'importe quoi. Eux aussi, ils ont trop fumé de pétards ou bouffé du LSD à leur jeune âge, en disant mais non, mais je touche, donc c'est réel. Mais c'est pas de ça qu'ils parlaient en fait. C'est vraiment de ce que tu es en train de parler. C'est cette illusion, c'est que nous, ce que l'on voit là, c'est effectivement, là, moi, je disais 5% de la réalité, mais là, tu m'as donné un gros coup de massue à 0,005. Il y a 7 zéros derrière. 7 zéros pire, donc on va plus grand-chose. Mais c'est vraiment ça. Et je me rends compte parce que, tu sais, alors bien sûr, à mon niveau, hein, dans tout cheminement intérieur que l'on fait, alors on va employer le mot dans tout marche vers l'éveil, hein, on va dire, peut-être que c'est un éveil, et peut-être que le walking, parce que j'ai découvert le walking juste en lisant ton livre, je ne savais pas ce que c'était. Hein. Et, il vaut mieux pas faire de recherche parce qu'il y a beaucoup d'erreurs dessus. Voilà, et donc du coup, et c'est vrai que j'ai été recherché, mais je n'ai pas trouvé de choses intéressantes. Mais voilà, j'ai découvert le walking, là, ça m'a vraiment perturbé. D'ailleurs, ton livre m'a perturbé, hein. Mais dans le bon sens, hein, si tu vois le nombre d'annotations que j'ai fait, j'arrête pas de faire des annotations de partout, je pose des questions, et de toute façon, je vais te rappeler pour te poser des questions. Et donc, je disais que oui, sur notre chemin vers l'éveil, à un moment donné, il y a... c'est comme si plus on avançait vers l'éveil et plus on enlevait des voiles devant nos yeux. Et plus on s'apercevait que ce qu'on a sous nos yeux, d'abord, c'est pas du tout ce qu'on croyait. Donc, on bien sûr posé sur nos croyances, ça on le sait. Mais que plus on avance, en tout cas pour moi, plus je médite sur l'impermanence et plus j'ai l'impression qu'il n'y a rien. C'est-à-dire que quand je suis dans un état de samadhi en méditation, il n'y a plus rien, jusqu'à mon être, mon individualité. Hein. C'est-à-dire que j'en suis arrivé à un moment, en tout cas de ma vie, où ma propre individualité en méditation disparaît. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est du domaine de plus là. Et alors au début, je te cache pas que ça m'a un petit peu perturbé. Ma femme, quand j'ai fait la première méditation de Anapanasati avec moi, ça l'a vraiment perturbée jusqu'à ce qu'elle m'a tapé dessus quand elle s'est réveillée. Il faut comprendre. Non, mais c'est vrai. Hein. C'est-à-dire qu'elle a eu peur. Elle pensait qu'elle était morte, en fait. Tu vois, ça va loin. Hein. Dans l'état de samadhi, comme on ne respire pratiquement plus, enfin, notre conscience ne voit plus qu'on respire. On respire, hein, mais c'est pas rare de s'arrêter puis de prendre une grande bouffée d'air. Mais je pense qu'on respire de l'énergie subtile comme ça. Mais au début, ça lui arrivait à ma femme, et en laissant tomber l'image du corps, en laissant tomber nos idées, notre état d'être, etc. Elle est arrivée dans cet état où quand elle s'est réveillée de la méditation, si on peut le dire, elle pensait qu'elle était morte. Et je crois que c'est son ego qui s'est activé à un moment donné. Elle m'a tapé dessus. Ça a duré 1 minute, hein, mais elle m'a tapé dessus parce qu'elle avait peur. Elle a eu peur. Voilà. Et ce que je veux dire par là, c'est que effectivement, tu vois, je rebondis là-dessus parce que moi, ça m'interpelle, hein, puisque moi, je suis en chemin, en fait. Hein, tu vois, je suis en chemin. Et pour avoir déjà discuté avec toi, tu m'as autorisé à plusieurs fois à t'appeler. Et donc, je suis passionné par ça. Et en marchant sur mon chemin, tu me fais découvrir des choses aussi par rapport à mes expériences. Donc, c'est pas les mêmes, hein, mais du coup, ça me réconforte, ça m'éclaire. Et j'ai quand même cette question sur cette perte d'identité, à un moment donné, cette perte d'individualité. C'est comme si, voilà, moi-même, j'étais pas. Oui, c'est ça. L'individu, de toute façon, la réponse à la question est-ce que c'est une bonne chose, l'individu, bon, c'est pas en termes de bien ou de mal, simplement, c'est quelque chose qui limite, si tu veux, l'individu. Donc, en fait, qui nous restreint et qui nous remet dans les pensées, etc. Donc, dans l'ego. Et toi, tu atteins là des moments où, effectivement, tu es dans le vide parce que tu es dans le tout, tu vois ?
Ouais, bah, c'est ça. Moi, je l'exprime. Alors, ceux qui vont m'écouter, qui ont déjà fait les retraites méditatives avec moi ici à Bali, le savent, parce que je leur dis. Alors, on va me prendre pour un illuminé quand je vais dire ça, mais c'est pas grave. Déjà, on me prend pour un complotiste, un gourou. Alors maintenant, un illuminé. Je peux y aller. Je peux y aller. Et c'est comme si, alors, voilà, avec mes mots, parce que c'est difficile de mettre des mots dessus. Hein, c'est vraiment difficile. Mais c'est comme si j'avais tout entre mes mains à un moment donné, que voilà, j'étais connecté à tout ce qui se passait. Je pouvais avoir accès à toute la connaissance. Donc, si je posais des questions, je pouvais avoir les réponses. Mais je suis tellement bien que j'ai envie de rien faire, en fait. C'est-à-dire que ça me suffit. Cet espace me suffit. C'est ça le truc, c'est que c'est un espace suffisant à lui-même où moi, j'ai plus besoin d'être. Je perçois encore les sons, les choses qui sont autour de moi, mais c'est comme si c'était dans un rêve. Tu sais, des choses qui viennent, qui passent, ça reste là. Il n'y a rien de particulier. Et puis, par contre, quand je reviens à ma conscience actuelle, là, ben, ça se dissipe. J'ai plus cette sensibilité. Alors, je pense qu'avec les années, c'est un petit peu comme celui qui prend du poison. Au fur et à mesure, il est de plus en plus, voilà, il est de plus en plus protégé. Et moi, c'est un petit peu ça. Je pense que année après année, à force de rentrer dans ces états-là, il y a plus de délicatesse, il y a plus de tendresse, il y a plus de sagesse qui vient de se mettre, qui vient petit à petit. C'est comme si c'était homéopathique, en fait. Voilà. Mais je ne sais pas le traduire autrement. Il faut absolument, justement, enfin, encore une fois, c'est pas des bons mots, ça. Disons que idéalement, il serait souhaitable, j'allais dire, de retrouver cet état en permanence. Alors, c'est sûr que on va peut-être pas le retrouver aussi, d'une manière aussi flagrante que celui que tu vis quand tu es dans ces méditations, mais ne serait-ce qu'en étant dans le moment présent. Je me rends compte que lorsque j'ai quelqu'un en face de moi, un consultant, et que je demande de se mettre dans le moment présent, il met à peu près un quart d'heure à se mettre juste en état de j'observe sans penser. Et je demande à vraiment lâcher complètement l'existence ailleurs de l'endroit où on est. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas habituel et qu'il faut vraiment cultiver parce que c'est par là qu'on peut lâcher l'ego, parce que là, l'ego n'a plus de sens. Et donc, on revient vers l'être et on revient vers la neutralité. Parce que on est dans un monde de dualité, mais il faut justement s'élever au-dessus de cette dualité pour aller vers la neutralité. Et c'est l'être qui fait ça. L'être, c'est nous. Donc, c'est pour ça que, encore une fois, revenons vers nous. Mais pas je me la pète et tout ça. Non, c'est pas ça. Hein. C'est nous dans notre essence même. Là, toi, tu y touches, encore une fois, de manière énorme. Mais déjà, nous, on doit faire ça tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Même si on médite pas, même si on se met pas dans des états particuliers, il faut savoir faire ça en faisant sa vaisselle, en parlant même, parce qu'on peut tout à fait parler en étant à l'écoute. On a pris l'habitude de parler pour répondre. Donc, on n'écoute pas, en fait. On est surtout intéressé par ce qu'on a envie de répondre. Et ce qui fait que, du coup, bah, c'est vraiment dommage. On doit être dans cet état permanent, exceptionnel de sa présence. C'est un état de moment présent en soi. Hein. C'est vraiment d'être connecté à ce que l'on fait au moment où on le fait, hein, avoir une conscience de notre respiration aussi en même temps, quoi. Hein, elle est impossible c'est impossible autrement. Ah oui, parce que la respiration, dès l'instant où tu te mets dans ton être là, maintenant, ici, automatiquement, tu as automatiquement le ventre qui se gonfle quand tu inspires et c'est nécessaire. C'est ça. Mais par contre, paradoxalement, tu vas être surpris parce que je demande aux gens de respirer. Ils n'y arrivent pas au bout d'un quart d'heure. Donc, comme moi, je sais à quel moment ils sont dans le moment présent ou pas. Donc, je leur dis, bon, à un moment donné, va falloir arrêter de respirer. Ça paraît fou, mais c'est pour se mettre en survie. Et vraiment, se boucher le nez, se mettre en survie. Et là, à ce moment-là, au bout de quelques secondes, enfin peut-être quelquefois 30-40 secondes. Alors évidemment, je dis toujours aux gens, n'allez pas jusqu'à mourir, mais par contre, bouchez-vous le nez de manière jusqu'à ce que ce soit possible, enfin voilà, jusqu'au bout. Mais par contre, pendant ce temps-là, soyez dans le vide et c'est effectivement beaucoup plus facile comme ça. Donc ce tuyau-là, je le donne pour que vraiment les gens puissent apprendre à être dans le moment présent. Voilà, et on peut même marcher en comptant nos pas. Et là, en bouchant son nez, je peux te dire qu'on finit par y arriver. J'ai réussi, même parmi les gens les plus dans le mental, j'ai fini par réussir.
Et du coup, est-ce qu'on peut être interconnecté au monde de l'invisible? Est-ce que c'est possible? Comment ça fonctionne l'interconnexion? On l'est complètement interconnecté, on l'est en permanence. Donc, c'est-à-dire que, si tu veux, il y a une trame qui nous relie tous, et ce que j'appelle moi le champ unifié. Et sans cette trame, Einstein disait, mais on ne pourrait pas communiquer, on n'entendrait pas les sons. Donc on est tous, imagine une trame comme ça, il se met à avoir du vent. C'est pas grave. Ce champ, donc, il est vraiment autour de nous, mais il est aussi nous. Tu vois? Donc on est ce champ, on est la manifestation de ce champ. On n'est pas dissociés les uns des autres. On est juste avec, si tu veux, des signatures fréquentielles différentes, hein, ce qui nous fait qu'on est unique, mais on est tous connectés à cette trame et on est cette trame. Donc c'est fabuleux. Ça veut dire que quand on dit on est dans l'unité, c'est ça, c'est de comprendre que on est tous reliés et que ça a été démontré en physique quantique. Oui. Encore une fois, là, j'invente rien. Hein. Même Einstein travaille dessus, donc voilà. C'est le principe aussi d'interconnexion, d'interdépendance, hein, et on le voit bien à grande échelle, hein, on le voit bien. Dès que de toute façon, à partir du moment où on fait quelque chose, ça agit sur le monde environnant autour de nous. On parle, tout le monde connaît l'effet papillon. Pour rationaliser ce que l'on dit. Lorsque, par exemple, on décide de manger, on décide de manger de la viande, automatiquement, ça a une interconnexion par rapport aux animaux qui sont en train de mourir. On participe exactement à cette chaîne qui est là. Et donc, on est liés, qu'on le veuille ou non, on est vraiment liés les uns aux autres, et les uns avec les autres, et avec l'environnement qui nous entoure. Oui, vraiment. Il faut qu'on se rende compte de ce qu'on fait, parce que ça fait partie des évolutions nécessaires. Il faut qu'on se rende compte que quand on a une pensée, elle est reçue dans le monde entier. Donc, c'est important de gérer nos propres pensées et nos propres actes. C'est-à-dire, comme tu disais tout à l'heure à propos de la viande, c'est terrible. J'en ai parlé dans mes 2 livres, et le deuxième, il ne fait pas de cadeau avec ça, dans le sens où ça vient vraiment de cette énergie qui a pris place en moi, où elle dit, mais de toute façon, tous les problèmes du monde viennent de là. Tant qu'on ne se rend pas compte de ce qu'on fait, on est bien en fait des moutons et on va être nous-mêmes mangés, quoi. En fait, c'est symbolique ce que je te dis, mais en même temps pas tant que ça. Hein, en fait, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire de nous là? Alors justement, je vais lire un passage là sur la viande là pendant que tu m'en parles dans ton livre, où tu dis. Vous dites que, alors c'est une question, hein, vous dites que nous pouvons prendre des fragments d'âmes d'animaux. Non, vous dites que nous pouvons prendre des fragments d'âmes d'animaux. Pouvez-vous nous expliquer? Et là, tu mets, c'est exact et même systématique. Il y a tellement de souffrance animale sur Terre que nous devons prendre de cette souffrance en nous pour comprendre et évoluer. Le jour où l'être humain arrêtera de tuer les animaux pour son plaisir ou ses croyances, parce que c'est ça qui est extraordinaire, parce que c'est pas seulement pour son plaisir, le plaisir gustatif, parce que souvent moi je dis pour le plaisir gustatif, mais j'ai adoré ou ses croyances, puisque là c'est vrai, c'est le fait de croire que l'on doit manger par exemple de la viande. Il ne serait plus obligé de prendre des fragments d'âme de souffrance. Il s'en suivra une évolution de l'homme qui sera alors beaucoup plus éveillé. Ça c'est magique, quoi. Tu vois, j'ai mis en gros inspiration pour une de mes vidéos. Tu vois, quand je mets JFS là. Alors, tu vois, on parlait tout à l'heure du passé. Et en fait, quand on mange de la viande, c'est parce que, justement, on ne s'est pas posé les bonnes questions. On nous a inculqué, depuis qu'on est petit, qu'on doit manger de la viande. Parce que, soi-disant, on a été conçu comme ça au départ. Mais attends, qui était là pour le montrer, ça? Parce que moi, mon énergie me dit c'est faux. Complètement faux. On n'a jamais été là pour chasser. Et combien même ce serait vrai, je serais tentée de te dire, est-ce qu'ils ont retrouvé des épluchures de légumes? Oui, c'est ça. Hein. Non, mais attends, de dire qu'on a retrouvé des couteaux, je ne sais plus quoi, enfin des trucs pour tailler. Enfin, Bien sûr. Et, regarde, on n'a pas retrouvé des épluchures de légumes, c'est clair. Mais même tout ça, il faut. Donc, il y a une autre phrase qui est vraiment incroyable, hein, qui m'a vraiment aussi. Si nous étions conçus pour manger des animaux, nous les mangerions avec la peau et les os, comme le font les carnivores, et nous pourrions digérer la viande, ce qui n'est pas le cas.
Chaque morceau de viande laisse des traces dans notre corps et nous empoisonne pendant une dizaine d'années. Et ça, tu sais quoi? Quand j'ai lu cette phrase, alors là aussi j'ai mis ma petite marque. Quand j'ai lu cette phrase, j'ai regardé mes chiens. Et puis, je les regardais manger parce que, tu sais, le matin, on les ouvre, on leur ouvre la porte, là, ils s'en vont. Et ils reviennent toujours avec des carcasses, c'est parce que c'est des chasseurs, quoi. Eux, ils sont des carnivores. Ah oui, ils reviennent avec des carcasses. Alors, des fois, c'est d'oiseaux, des rats, parce qu'ici, il y a des rats sur Bali. Des fois, c'est des geckos. Enfin, il y a toujours un truc dans la bouche. Oui. Et des fois, je te jure, hein, je me pose, je les regarde, et puis je me dis, mais est-ce que je pourrais manger comme eux? Tu vois, et c'est là où tu vois, ça m'a vraiment, parce que ça m'a interpellé, tu vois, cette phrase. Et j'ai dit, mais alors déjà, moi, je mange pas de viande, hein, ni de poisson, et ni de sous-produits animaux. Et j'ai dit, mais jamais je pourrais le faire. C'est impossible. Enfin, tu vois, c'est impossible. Et donc, voilà. Et là, c'est vrai que ça nous ramène à ce que nous sommes vraiment, quoi. Hein. Mais toi, tu as grandi, donc à la limite, tu y réfléchis. Donc, c'est une très belle chose que tu y réfléchis dans ce sens. Mais par contre, regarde un enfant. Prends un enfant de quelques années, 3-4 ans, il a très faim, on le met dans une pièce où il y aura donc une pomme et un petit lapin vivant. Okay. Est-ce que tu crois vraiment, Mika, que l'enfant va aller tordre le cou au lapin pour le manger? Non. non. Il va vouloir jouer avec le lapin et manger la pomme, à mon avis, quoi. C'est ça. On n'est pas du tout conçu pour manger nos frères, nos sœurs, parce que c'est vraiment le même règne. Et que, voilà, on ne doit pas rester sur le même règne pour nous nourrir, tout simplement. Alors, j'entends de tout à ce sujet. Hein. J'ai des gens qui me disent « Ah, mais les végétaux souffrent quand on les mange. » Alors, je vais répondre très clairement, ils n'ont pas du tout le même système, ils ne sont pas dans le même règne. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas en vie, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas considérés. Bien sûr, ça n'enlève rien, si ce n'est que ils sont faits, ils sont conçus. Alors ça, c'est mon énergie qui m'a expliqué ça. Les végétaux sont conçus pour être mangés. D'ailleurs, s'ils ne sont pas mangés, ils pourrissent. Alors qu'un animal, lui, il n'est pas là pour être un aliment. C'est différent. D'accord. Et je vais changer de sujet parce que c'est un petit peu la même chose. Tout à l'heure, on parlait de l'interconnexion avec le monde invisible. Comme quoi, effectivement, on était interconnecté avec ce qui nous entoure. Et est-ce que du coup, c'est ce champ de l'invisibilité qu'on a autour de nous et c'est cette interconnexion, puisque là, la façon dont tu l'expliques, on ne peut pas attraper, je sais pas, des maladies on va dire de l'extérieur. C'est-à-dire que, comment est-ce qu'on peut comprendre qu'on peut se transmettre un virus? Est-ce que ce champ pourrait nous aider? C'est ce champ qui pourrait permettre de comprendre que on peut se transmettre, par exemple, un virus ou une maladie? Alors, je serais tentée de te dire, ce champ, il est intéressant pour comprendre effectivement ce principe, parce que je serais tentée de te dire oui et non à la fois. C'est-à-dire que il est certain qu'on ne peut pas, et là, tant pis, j'assume, hein, si on vient me chercher. Assume. Je n'ai peur de rien. Je sais que quand on dit la vérité, à un moment donné, de toute façon, on est tranquille. On ne peut pas attraper un virus qui vient de l'extérieur. Donc, c'est pas en croisant quelqu'un, c'est pas en faisant la bise à quelqu'un ou en fréquentant quelqu'un qu'on attrape quoi que ce soit, ni virus d'ailleurs, ni bactéries. Je me suis beaucoup intéressée d'ailleurs à ce sujet parce que c'est vrai que je voulais savoir ce que c'était que tout ça. On peut en parler si tu veux. Mais alors pour le coup, j'ai été plus loin que ça puisque finalement, il y a certaines épidémies qui ont existé comme la grippe espagnole ou Ebola, voilà. Et donc je me suis vraiment demandé comment on pouvait attraper, puisqu'on se dit finalement c'est une épidémie, ça veut dire que plusieurs personnes ont ça. Et alors en fait, l'explication qui m'a été donnée est fabuleuse parce que c'est tout simplement, on part de la peur, donc de l'adrénaline, hein, pour les gens qui connaissent un petit peu, c'est un neurotransmetteur qui est généré par la peur. Qui est bien connu, qui fait que on réagit pour partir, etc. L'adrénaline, tout le monde connaît le mot adrénaline, je pense, qui fait que cette adrénaline très présente dans les corps physiques va, si tu veux, comme s'évaporer et va polluer le fameux champ, tu sais, le fameux champ unifié qui nous entoure. Et cette pollution, elle va aller même sur plusieurs kilomètres au-dessus de nous. Et à ce moment-là, elle redescend dans la présence de tous les corps
Et seulement si un virus était présent, parce qu'un virus, pour vous dire, c'est pas du tout un problème en soi. C'est au contraire, j'allais dire, c'est notre allié. Ça, je l'explique déjà dans mon premier livre, où j'ai fait des recherches, parce qu'en fait, à l'époque de Pasteur, on le savait déjà. C'est un allié qui est là pour nous nettoyer à travers donc ce qu'on appelle les microzymas. Donc ces fameux microzymas s'organisent pour nettoyer le corps quand on a un terrain fragilisé. Voilà. Donc terrain fragilisé, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on mange mal, ça veut dire qu'on pense mal, ça veut dire qu'on dort mal, ça veut dire que on croit des choses et que ce sont des choses restrictives, qu'on n'est pas avec soi-même, qu'on vit sur son ego. Enfin, on pourrait dire beaucoup de choses. Qui fait que on ça veut dire qu'on est en défaillance à un moment donné. C'est juste un bouton rouge, une alerte rouge qui arrive. Il y a attention, là, tu as dépassé les limites, tu es en défaillance. Les microzymas, donc qui s'organisent en virus ou en bactéries d'ailleurs, sont vraiment les pompiers, si tu veux, sont là pour justement enlever le problème, pour nettoyer le terrain. Donc effectivement, là, quand on a cette épidémie, ça veut dire que tout simplement, on a reçu beaucoup de pollution, de l'adrénaline et du sang pollué, et que nous, on est en difficulté à un moment donné parce qu'on est en train de se nettoyer avec un virus, eh bien là, effectivement, ça vient vraiment créer de réelles difficultés jusqu'à effectivement la mort. Mais il ne faut pas avoir peur, encore une fois, de la mort, parce que la mort, elle est là que lorsque c'est l'heure. On ne meurt pas par hasard, on n'attrape rien par hasard, et on ne vit pas les choses par hasard. On vit dans une société matérialiste, capitaliste, dans laquelle beaucoup de personnes vivent sans s'en sortir. Moi, c'est vrai que je suis un privilégié parce que très jeune, j'ai vécu la mort, en fait, d'une certaine façon. D'abord une mort psychique, et ensuite plusieurs fois j'étais confronté à la mort réelle, quoi. Et puis j'ai eu cet appel de l'âme de voyager dans plusieurs pays, surtout les pays asiatiques, etc. Donc j'ai un regard sur la mort particulier, mais la plupart des personnes ont un regard sur la mort qui est très limité parce qu'on nous l'a institué comme ça, et beaucoup vivent comme s'ils croyaient qu'ils n'allaient jamais mourir, en fait. Si on regarde, c'est assez paradoxal, mais c'est même absurde, quelque part. C'est de faire des choses dans la vie, d'avancer dans notre vie au quotidien, comme si on n'allait jamais mourir. Alors, en même temps, je peux peut-être arriver à le comprendre, mais peut-être que tu vas m'éclairer ou peut-être me contredire. Comme je disais tout à l'heure qu'on est... on est une partie de Dieu, une parcelle de Dieu incarnée, ça veut dire qu'on a l'infini en nous. Donc, quelque part, c'est pas si absurde que ça de se dire qu'on peut vivre comme si on n'allait jamais mourir. C'est-à-dire que c'est comme s'il y avait quelque chose en nous qui nous disait qu'on était éternel ou infini, mais en tout cas, dans cette incarnation-là, c'est pas le cas. Voilà. Alors, tu vois, est-ce que tu peux peut-être m'expliquer ou me donner le... Oui, alors par contre, j'avais besoin de comprendre ce qu'il y avait derrière ta question tout à l'heure, ou plutôt tes propos quand tu as dit on vit comme si on n'allait jamais mourir, parce que j'ai plutôt l'impression, tu vas me dire si je comprends bien, plutôt l'impression au contraire que les gens ont peur de mourir. Oui, bien sûr, il y a cette peur de mourir, mais je te donne un exemple, celui qui fait un crédit sur 30 ans, c'est que pour lui, il ne va pas mourir, quoi. C'est-à-dire que la société de consommation et de surconsommation qu'on a, c'est comme si on n'allait jamais mourir. Le fait de ne pas s'occuper, alors qu'on devrait passer aujourd'hui, on devrait tous être ensemble pour préserver la planète, préserver la biodiversité. On devrait tous être là et faire un combat vraiment, parce que là, on arrive à des limites. Mais non, on continue à vivre comme si notre vie, de toute façon, on continue à vivre as usual, comme on dit. Et c'est pour ça que je dis que beaucoup de gens vivent comme s'ils n'allaient jamais mourir. Ils posent des actes, ils s'engagent dans des choses qui, normalement, ne devraient pas le faire. Si on avait conscience de la mort au quotidien. Je dis ça parce que moi, je pense à la mort tous les jours. Je crois qu'il n'y a pas une seule journée où je ne médite pas sur la mort, puisque d'ailleurs, ma méditation principale à l'Anapanasati, c'est une mort. Donc, je meurs tous les jours. Oui, on meurt tous les jours, bien sûr. Voilà, donc j'apprends à mourir à mon corps, j'apprends à mourir à mes idées, etc., etc. Et donc, jusqu'à même le souffle, à un moment donné, prêt à mourir, quoi. Et d'ailleurs, tous ceux qui sont proches de moi le savent, c'est que moi, dès qu'on me donne la petite carte de départ là pour partir, mais je pars tout de suite, quoi. Par contre, on se rejoint. Comment? On se rejoint là-dessus, voilà. Oui, bien sûr. Par contre,
ceux qui me connaissent, j'adore la vie, hein. Je m'éclate, je suis heureux, je vais surfer tous les jours, je passe du bon temps, voilà. Mais voilà, je suis pas charmé en fait par l'existence. Je suis plus charmé. Alors peut-être que je suis vieux, faut que je suis une vieille âme, j'en sais rien, mais je suis plus charmé du tout, quoi. Non, mais complètement. Mais c'est vrai qu'actuellement, en plus, on se demande vraiment ce qui va se passer demain. Et en plus de ça, c'est l'objectif là. En tout cas, si dans le mauvais sens du terme, si ils y arrivaient à obtenir ce qu'ils veulent de nous, c'est sûr que il vaut mieux partir très vite. Moi, je me dis, il va y avoir un taux de suicide assez important. Mais par contre, effectivement, je suis comme toi. Moi, la vie et la mort, pour moi, c'est la même chose déjà. Hein, on va pas se leurrer. C'est vrai que on est toujours entre la vie et la mort, puisqu'on meurt à soi-même tous les jours. On meurt à l'adolescence, on meurt à l'enfance, on meurt à la journée, on meurt tout le temps. J'avais fait un essai philosophique. D'ailleurs, je vous invite. Je fais un petit peu de pub. Je vais vous mettre le lien juste là-haut, là, si vous êtes sur YouTube. J'avais fait un essai philosophique. C'était le secret de la respiration. Oui. Et le secret de la respiration. Et là, j'ai détaillé la respiration à un niveau presque quantique. Et on meurt à chaque inspire. Enfin, à chaque expire, on meurt et on renaît à chaque inspire. Déjà, on est dans cette et à chaque fois, c'est différent. Et si vous regardez, lorsque vous expirez, il y a une fin. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, il y a un moment d'inertie. Mm-hmm. À la fin de l'inspire, il y a un petit point. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que il y a un désir qui nous pousse à reprendre de l'air parce que là, il y a la crainte, la peur. Essayez simplement de relâcher et puis rester à un bon moment. Vous allez voir que d'un seul coup, vous allez avoir une envie de renaître, de respirer. Et puis à la fin de l'inspire, hop, là, vous vivez, et puis vous remourrez. Et moi, on appelle ça l'expire, d'ailleurs, quand on dit il a expiré. Oui, il a expiré, c'est ça. C'est joli, ah oui, tu vois. Et merci. Ah, j'adore, excellent. Et moi, quand c'est la respiration et qui respire consciemment du matin jusqu'au soir, j'ai même pas fait le rapprochement entre expirer et puis expirer. Excellent, j'adore, merci. C'est magique. On a peur d'expirer justement, et je me rends compte que quand je demande à quelqu'un de respirer, c'est pareil, la personne elle va pas jusqu'au bout, elle reprend automatiquement sa respiration, et là on se rend compte que c'est le cerveau reptilien. Le cerveau reptilien, c'est la survie. Et celui-là, par contre, on n'a pas encore réussi à lui donner une claque. Parce que si quelqu'un arrive avec une machette, même si moi je serais ravie, parfait, hein, moi je suis comme toi, j'adore la vie, vraiment je m'amuse, je vis très bien. Mais si je dois mourir demain, c'est génial. Et du coup, si quelqu'un arrive avec une machette chez moi, il y a mon cerveau reptilien va forcément se dire waouh, ça fait peur, c'est normal. C'est ça. Donc voilà, il faut juste dépasser cette peur. Super Marion, ouais, juste pour terminer, une petite dernière question. Peut-être que tu vas pouvoir nous répondre ou peut-être demander, je sais pas, te laisser inspirer à ce moment-là par toutes ces énergies qui sont autour de nous, que nous on voit pas, mais que toi tu ressens. Allez, je vais tenter, pour tous ceux qui nous écoutent. Et pour moi. Voilà. Alors, je vais te perturber. C'est à mon tour de te perturber. Oui, vas-y. Comment est-ce qu'on en est arrivé là? Voilà, aujourd'hui. Voilà. Comment est-ce qu'on en est arrivé? Écoute, je pense qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait parce que justement, on est venu pour des raisons bien précises, si tu veux, sur Terre, et notamment pour, j'allais dire, tu sais, le côté justement de se libérer de cet ego, en fait. Mm-hmm. Tu vois, c'est très, très important. Oula, que je casse pas le micro. Se libérer de cet ego qui, finalement, nous emprisonne en permanence. Et ce qui est nécessaire, c'est effectivement de revenir vers cette liberté d'être. Et que là, en fait, on donne toujours, encore une fois, comme on disait tout à l'heure, Mika, notre pouvoir à l'extérieur. On écoute la télé comme si c'était des gens qui allaient nous dire la vérité. On écoute les journaux et notre voisin, etc. On se cale sur notre passé. On a fait vraiment, vraiment beaucoup d'erreurs au lieu de vivre dans le moment présent. Là, du coup, on en est arrivé au point que on fait des choses sans même s'en rendre compte. Tu vois, quand on parlait tout à l'heure de nourriture, de la viande, etc., de manger des produits de grande surface qui sont frelatés, enfermés dans des sachets, etc., d'aller complètement à l'encontre de la vie, tout simplement.
Et donc, c'était normal qu'à un moment donné, il y ait un stop, un arrêt sur image. Là, il fallait absolument qu'on se rende compte que non, on n'a pas de papa, on n'a pas de papa dans le sens où on n'a pas à écouter les directives des gens. Et c'est très très important parce que ces directives-là, elles sont vraiment toxiques. Hein. Elles vont pas dans le sens de la liberté du tout. Et que c'est parce qu'on a accepté ça. À chaque fois que je vois quelqu'un accepter l'inacceptable, je dis mais jusqu'où vous allez aller? Donc, ce qui est important, c'est maintenant de prendre soin des êtres qui n'ont pas la parole. Hein, c'est très très important de se rendre compte de ce qu'on fait, de se rendre compte de nos actes et de nos pensées. Hein. Et puis, et pour finir, en fait, on était là pour venir évoluer au niveau de notre ADN parce qu'il avait beaucoup de possibilités. J'explique tout ça dans mon deuxième livre que tu es en train de lire. Donc, et là, on a pris la mauvaise tangente en fait. Donc, j'ai le sentiment, ça peut être, juste pour terminer, que nous vivons, moi, ce que j'appelle une crise d'émergence spirituelle. Et comme j'aime bien le dire, dans une crise d'émergence spirituelle, il y a deux issues possibles. C'est soit on émerge vers un nouveau nous, ou quelque chose, comme tu dis, peut-être une mutation de notre ADN, soit on cristallise sur l'ancien. Et là, ça serait une catastrophe, quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a cette possibilité, c'est-à-dire que malgré tout, malgré tous les désagréments que l'on vit au quotidien, malgré l'oppression, malgré les pressions, malgré la dictature imposée, il y a une fenêtre, il y a un espace qui est pour nous, qui nous dit « Ok, là c'est possible ». Il y a un espace des possibles. Est-ce que vous êtes prêts à émerger ? Donc c'est comme si je pourrais dire que c'est l'humanité qui veut accoucher d'elle-même. Hein? Est-ce que vous êtes prêts est-ce que vous êtes prêts à devenir humain, peut-être? Parce que c'est un peu. Tu vois, je suis en train de te le dire et j'ai des frissons. Et quand je dis ça, alors tu vas me dire que avant j'ai dit que c'est mes anges, mais maintenant je sais que c'est plus ça parce que tu m'as engueulé tout à l'heure. Donc c'est comme si je dis que c'est plus mes anges. Ah, vous n'êtes plus là. Donc c'est comme si moi à chaque fois que j'ai ces frissons dans le corps là, c'est très spécifique. Hein. C'est très très extatique, enfin un petit peu une forme d'extase. C'est comme si je touchais une forme de réalité, en tout cas peut-être la mienne en tout cas. Hein. Et donc c'est comme si l'humanité était en phase d'accoucher d'elle-même, mais c'est à nous de décider. Est-ce que on décide de naître ou on décide de rester des morts vivants, quoi, en fait. C'est ça. Tout à fait. Mais c'est assez amusant parce qu'on me demande souvent, sachant que je peux savoir beaucoup de choses, qu'est-ce qui va se passer là maintenant? Et je suis bien incapable de répondre parce que on a encore le libre arbitre et que ce libre arbitre, c'est encore l'ego. Hein, malgré tout, on en reparlera un jour si tu veux, mais il en fait partie. C'est-à-dire la possibilité de faire ce qu'il ne faut pas faire. À savoir continuer d'avoir peur, à savoir continuer de croire à toutes ces choses, avoir peur de la mort, avoir peur de ce qu'on nous dit. Et puis aussi, tu sais, dès l'instant où tu te bats contre quelque chose, tu crées la force en face. Alors certes, il y a quand même des bonnes choses puisque finalement, il y a beaucoup de gens qui se sont réveillés et qui parlent, hein, qui disent voilà les énormités qu'il y a actuellement. Mais malgré tout, il faut rester dans la tranquillité à l'intérieur de soi pour ne pas justement leur donner de la force. Parce que dès l'instant où on combat, on crée la force chez l'autre. C'est ça. C'est exactement ce que j'essaye aussi de transmettre par mes rendez-vous le dimanche, de ne pas rentrer en combat, ça sert à rien et que faut les laisser aller là où ils veulent aller. Nous, on n'est pas obligé de les suivre. C'est juste ça, quoi. Et puis, plutôt que d'essayer de combattre et d'aller contre, de sortir de ce système et puis d'en créer un autre. Voilà. Marion, écoute, je te remercie vraiment pour ce temps que tu nous as accordé. Si vous voulez en savoir plus sur Marion, vous avez son livre. Je vais vous mettre le lien dans la description, vous allez le trouver. C'est L'insoupçonnable réalité et si notre monde était tout autre. Donc ça. Alors, ce livre, oui, effectivement, il est actuellement sur Internet. On le trouve pas actuellement en librairie parce que mon éditrice a arrêté les livres. Par contre, il est en train d'être réédité par un nouvel éditeur qui sera donc d'ici quelques mois à nouveau en librairie. Mais sinon, entre-temps, il est toujours sur Internet. Je vais mettre le lien en dessous et puis je vous mettrai aussi les liens de Marion si vous voulez en savoir plus sur elle. Vous avez son site Internet, si vous voulez la contacter. En savoir un petit peu plus. Voilà, en savoir un petit peu plus sur le monde invisible, ce qui nous entoure,
Et puis, sûrement un peu plus sur vous, parce que quand on parle avec Marion, on en apprend tout le temps. Moi, j'ai eu l'occasion de discuter avec elle plusieurs fois. Marion, merci beaucoup. Merci à On va toi. te laisser avec un joli ciel bleu de la Guadeloupe. Hein. Alors, moi, je suis pas à l'extérieur parce que là, il fait nuit. Mais on a aussi un petit bonsaï local ici. Voilà. Et puis, un petit gecko qui est aussi parmi nous. Sur ce, Marion, à très bientôt. Et puis, moi aussi, je vous dis à très bientôt. Et n'oubliez pas, vous n'êtes pas tout seul. Il y a du monde autour de vous, à l'intérieur de vous, même si vous ne le voyez pas. Au revoir. Merci.